Ça, c'est l'aromatique de base. Et après, il faut une certaine tension qui accompagne ça. Le merlot, il n'y a aucun souci, il est presque déjà dans la sucrosité. Le cabernet franc peut avoir ce manque de sucrosité au milieu de bouche, vous voyez, qui va finir après sur... ça va rebondir en fin de bouche et ça va vous apporter un goût long et tout ça sympa, mais vous allez peut-être sentir un peu un manque au milieu de bouche. Et que le peu que je mets, c'est-à-dire entre, selon les millésimes, 12 à 6%. Le maximum que j'ai fait, c'est 94% de cabernet franc. Mais à quoi bon, je ne suis pas là en train de mesurer au pourcentage près, mais c'est ces zones-là. Donc on est en grande majorité cabernet franc, mais il y a toujours à peu près 10% de merlot, plus ou moins. Voilà. Et là, ce qu'on a goûté, à l'inverse, le merlot n'est pas pur merlot non plus. Donc, la législation européenne permet de marquer le nom du cépage à partir du moment où on est au-dessus de 85%. Ah oui, hein, c'est pas 100%. Donc quand vous voyez marqué à l'arrière de l'étiquette merlot, ben, je respecte la législation dans le sens où il y a plus de 85%. Mais ce n'est pas une obligation d'être à 100%. Ah, je vous le dis. C'est quoi que tu avais acheté? Vous voyez, je les ai ouverts à 11 h, donc il faut à peu près ça. Donc moi, ce que je vous conseille... C'est vraiment subtil. C'est pas... Oui. Mais bon, voilà, puisqu'on parle un peu de technique d'approche d'un vin pour la dégustation, quand vous avez l'occasion de vouloir les ouvrir pour le repas, souvent on passe à l'apéro, on est entre copains, machin, l'été, et puis on oublie, puis on ouvre le vin tout de suite, et puis on n'a pas le temps, on le boit. C'est un peu dommage, parce qu'il lui faut 2 heures, et oui, laisser un petit peu s'aérer, ou alors ce que vous faites, vous le mettez dans une carafe, vous mettez un bon coup d'air et vous le remettez dans la bouteille, ça s'appelle une décantation à la bordelaise, mais ça lui permet quand même de prendre un petit coup d'air, parce qu'il faut comprendre que c'est quand même des vins qui malgré tout ont aussi sur 7 ans de bouteille, restés sous le bouchon, donc il y a toujours une petite réduction qui se fait avec le temps, et avant qu'il s'ouvre, ça peut prendre un peu de temps. Merci Arthur. Merci Arthur. Merci Arthur. Gaffe aussi. Un cep de vigne, c'est une liane, c'est hyper résilient. Donc on l'a tronçonné du haut en bas jusqu'au bourrelet de greffage. Pour vous montrer qu'en fait, quand on taille des bois qui ont plus de 2 ans, premier bois à la première couronne, deuxième bois à la deuxième couronne et première couronne. Couronne, c'est ça la couronne. Et la deuxième. Et si vous taillez des bois qui ont... par exemple, si je m'amusais à tailler un gros bois comme ça, la vigne, à tailler complètement, à le couper, hein, la vigne l'abandonnerait complètement. Ah oui? D'accord? Et donc tout le flux de sève qui est à l'intérieur de ce canal-là, qui a été créé par la vigne, va être abandonné et va se nécroser. Et ensuite, c'est la porte ouverte aux maladies d'une part, et puis après à tout ce qui est xylophage. Enfin bon, après. Donc forcément, ça va se nécroser de l'intérieur, et après, ça peut être la porte des maladies. Et donc la vigne va utiliser son flux de sève, ce qu'on appelle la partie pour tous les bois, on appelle ça le cambium, et c'est juste périphérique. Et donc là ces grappes-là sont alimentées par ce côté-là du pied. Vous voyez, donc ça c'est mort, mais c'est mort jusqu'à une certaine partie, et en fait elle garde sa pression de sève en vie grâce à un système propre à elle qui vit sur l'extérieur. Et moi je taille au contraire des bois qui ont 2 ans maximum, donc les bois de l'année, donc j'ai un allongement, j'ai revu complètement l'architecture de ma vigne, j'ai un allongement on va dire relatif de mon pied, donc il ne reste plus dans sa fenêtre qui est le bio double qu'on a partout dans Bordeaux, enfin partout, parce qu'il y a aussi des tailles en guyot simple, et comme je vous ai dit tout à l'heure en cordon royal, mais bon peu importe, je ne vais pas compliquer le discours. C'est juste un petit allongement, mais tous les pieds s'allongent pareil. Donc, ce n'est pas un gros souci à traiter. Au pire, mon fils ou celui qui héritera de cette parcelle devra arracher un pied en bout de rang un jour. Mais donc, l'allongement, qui est souvent l'objection faite à ce mode de taille, n'est pas vraiment une objection. L'allongement, ça veut dire que l'allongement, c'est qu'il s'allonge le pied au lieu d'être. Parce que, en fait, pourquoi on taille des vieux bois, vous voyez, et là, je vais repartir sur celui-là. Donc, je vais mettre allongé de 2 doigts. Hein, et le prochain, là, ça sera
ça sera mon rameau porteur, et puis j'aurai... On coupait trop court, c'est ça que vous expliquez. En fait, avant, ici, il rabattait. Donc, ils coupent des gros bois, et ils repartent sur ou une pompe ou un autre... c'est pas une question de couper court, c'est carrément abandonner ce pied-là pour se dire, ouais, il n'est pas dans le bon sens, je vais prendre ce bois-ci plutôt qu'un bois de 2 ans. Et de tailler, donc ce qu'on appelle la taille physiologique douce, de tailler de cette manière, va permettre à la vigne de pouvoir au contraire continuer de grossir sur le même flux de sève. Et donc d'augmenter l'épaisseur du cambium. Et donc quand il y a du gel, quand il y a des fortes chaleurs, le cambium c'est la partie de sève, on va dire, la partie vivante du pied. Et l'intérieur... Voilà. Mais cette partie sous l'écorce est de plus en plus épaisse. C'est ce qu'il faut retenir. Et là, donc cette année, on a failli faire comme en 22, on a failli tresser, mais finalement, on a rogné. Voilà. Rogné, décimé, c'est à la machine, on passe au tracteur et on laisse une certaine hauteur. Et il nous faut à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de surface foliaire pour pouvoir alimenter le nombre de grappes qu'on met. Si vous avez des questions. Alors on a fait les vendanges en vert. Et donc on dit en vert parce que vraiment en vert VERT pour le coup. La véraison c'est le changement de couleur des graines. Et la véraison a lieu mi-août, mi-fin août. Et à partir de mi-août je vais être attentif aux pieds qui sont homogènes ou en retard. Et donc là on voit c'est visuellement les premières grappes qui tournent rouges vont être les premières en maturité. Et celles qui restent vertes, un peu trop longtemps, je les fais tomber. Ah, c'est ça, donc c'est parce qu'elles ne donc, pas assez vite, voilà, elles vont être en décalage et quand je vais les vendanger, ce décalage-là aura du mal à se rattraper. Donc je préfère ne pas les avoir dans la cuve. Ça ne nous empêche pas quand même depuis 3 ans, 4 ans, on finance un système anti-grêle, de triangulation, où on envoie des selles transforment la grêle en eau. Et du coup on n'est pas touché par la grêle. Donc le seul gros problème en dehors des maladies cryptogamiques, c'est le gel qui est de plus en plus tardif. Et le gel du mois de mai, par exemple en 2017, nous a quasiment hypothéqué un millésime. Où on n'a pas produit de grand vin. Et des raisins avec une spécificité, enfin, une capacité de garde, une complexité certes, mais quand moi j'ai acheté ce vignoble-là, il était complètement il souffrait d'hydromorphie, il y avait trop d'eau. Donc la première chose qu'on a faite ici, c'est on a ceinturé complètement la parcelle, on y a installé des drains autoroutiers et on a envoyé tout ça sur le ruisseau qui coule au bas de la parcelle. Et à l'époque, la parcelle ici là n'était pas plantée, donc on a aussi fait des drains un peu plus petits qui sont venus rejoindre le réseau. Donc en fait, maintenant c'est que s'essuie correctement. Elle ne souffre pas d'excès d'eau, mais elle a suffisamment quand même d'eau. Et ce qui est important dans ce réchauffement climatique qui fait connaître des étés de plus en plus caniculaires, de plus en plus longs en termes de jours de chaleur, de jours d'ensoleillement, on y voit quand même le bénéfice d'avoir quand même de l'argile, une éponge, et qui prend les eaux du printemps et qui les tient pratiquement tout l'été. Mais pour quand même augmenter cette capacité-là à redonner de l'humidité pendant les étés chauds, on a, et je vais vous demander de vous avancer, on a des systèmes de couverts. Et donc on a des couverts végétaux qu'on plante un fond sur 2 en automne et qu'on laisse, alors c'est des couverts ici, là c'est l'herbe naturelle, et qu'on laisse l'été, là on a roulé plus ou moins, alors là on l'a roulé peu, cette année on a laissé les tricycles s'avancer. D'abord parce que ça découvre la différence, je ne vois pas. Ici c'est de l'herbe, ici c'est moi qui ai semé des différentes variétés. Donc de l'herbe aussi, mais des céréales. Alors là, elles ont été roulées à la fin du printemps. Il ne reste plus que quelques brins de triticales Là, on le voit beaucoup mieux. Voilà. Donc si vous vous mettez comme ça, là vous le voyez bien, il y a un où il y a des plantes poussées, l'autre c'est de la pelouse. Et en fait, pourquoi? Parce que j'alterne un fond sur 2 pour pouvoir décompacter naturellement les sols. Parce que toutes ces variétés que je plante ont un système racinaire de différents horizons, donc ça décompacte plus ou moins en profondeur. Et ensuite on les roule au printemps et à l'été, de façon à faire un petit matelas qui garde la rosée du matin et qui
elle permet à la vigne de supporter les fortes de la journée. Et c'est les pieds qu'on quel âge en règle générale? Là, ici, on est déjà. Il y a certains pieds qui ont passé la soixantaine. En âge moyen du vignoble, on est autour de 40 ans. Donc, Vous avez pas on est replanté, très loin. vous avez planté. J'ai replanté ici, là-bas, justement. Alors là-bas, là, c'est des jeunes vignes. Alors, c'est pas évident au regard aujourd'hui de voir. Avant, il y avait une différence de feuillage, de couleur. Maintenant, non. Alors, on peut se rapprocher. On verra ce que c'est une jeune vigne qui tenait à la noce de ma vie. Bon, j'ai représenté beaucoup plus la région bordelaise dans mes affaires. Mais j'étais toujours, quand je deviendrai vigneron, j'étais toujours intrigué de savoir pourquoi le Cabernet Franc. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ah non, Hein, je connais pas l'histoire. Ouais, le Cabernet Franc est venu des Pyrénées. C'est le cépage mère, père, je sais pas comment, enfin, en génétique, il est celui qui a donné ensuite. On a cloné on a pris du Cabernet Franc, on a fait le Cabernet Sauvignon. En clonant le Cabernet Franc avec, je me trompe toutes des fois, c'est la folle blanche, je crois, enfin avec une autre variété de Vinis vinifera, et on a fait le Merlot. Et Le Merlot, Le Merlot vient du Cabernet Franc. le Merlot vient du Cabernet Franc, il n'existait pas avant. Et donc dans les années 50, on trouvait que le Cabernet Franc avait des qualités mais aussi des défauts. Il supportait mal le stress hydrique, le gel, enfin il y avait pas mal de choses. Les climats n'étaient pas top comme aujourd'hui et on a préféré planter des merlots. Et même d'ailleurs, quand on vous raconte que le Médoc c'est plutôt le Cabernet Sauvignon, oui c'est vrai sur des fonds de lits de rivière avec des très graveleux, oui il y a pas mal de Cabernet Sauvignon qui ont besoin de cette chaleur de terroir. Mais là où c'est pas le cas, des merlots ont été plantés. Et vous avez plein de margots aujourd'hui qui ont plus de 80% ou 70% de merlots. Oui, Ouais. on est d'accord. Hein. Donc du coup, voilà, l'idée de Cabernet Sauvignon, Médoc, Merlot, Rive Droite, Saint-Émilion. Bon, alors c'est vrai, à Saint-Émilion, ils ont tous planté du Merlot. Et le Merlot, le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, c'est pas un cépage qui m'intéresse beaucoup. Deux, il a été un petit peu enfoncé, je trouve, avec l'Air Parker. Quand les vignerons d'ici ont fait des vins pour les États-Unis et surtout Robert Parker. Et le Merlot un peu confituré, un peu compoté, un peu super extrait, bodybuildé, des super Merlot. Donc, quand il est un peu chouette, je suis d'accord avec moi, mais comment c'est pas très intéressant, je trouve. Et avec le réchauffement climatique, le Merlot a quand même des activités sur la capacité qu'il a à faire du sucre et sa maturité phénomique. C'est-à-dire sa capacité à avoir des talents de qualité, à maturité. Et avant, le Cabernet Franc, par exemple, aujourd'hui arrive pile poil à accorder les deux. Donc on reconnaît cette maturité après aux qualités du vin, mais techniquement parlant, comment ça se passe? Moi, quand je décide d'une vendange, je prends mon raisin, je le croque. Bien sûr, j'ai une analyse en tête, donc je sais à peu près à combien de sucre il a, mais ça me permet d'avoir voilà, quand le pépin est friable, quand il est un peu gaufrette, un peu marron et un peu comme ça friable, enfin friand comme une gaufrette, là c'est le temps de ramasser le vin. Et quand je le fais sur le Merlot, souvent ce côté-là, il y a trop de sucre déjà. On a trop d'alcool potentiel. Donc moi je regarde toujours plutôt un pépin un peu moins mûr sur le Merlot. Voilà. Ça veut dire que le Merlot, tu dois faire les vendanges plus tôt, c'est ça? Alors je fais les vendanges une semaine à 10 jours plus tôt. Et surtout, comme je sais que ce pépin-là n'est pas complètement mûr, je ne vais pas pousser l'extraction dans la vinif. Parce que je ne veux pas 14-15 degrés d'alcool, ça m'intéresse pas. Donc j'ai toujours des vins à 13,2, 13,5, c'est bien. Pour avoir de la finesse, de l'élégance et du toucher. Est-ce que si mes souvenirs sont bons, le cheval blanc, il est complètement Merlot, non? Non, cheval blanc, il y a une grande part de Cabernet Franc, on est à 45% de Cabernet Franc aussi. Non, celui que tu connais, le plus célèbre des vins de Merlot, c'est le Pomerol Pétrus. Ah oui, c'est celui-là qui est. Et lui, il a été longtemps à 100%, mais pourtant je sais que chez Pétrus, ils ont planté des Cabernet Franc, ils ont fait plein d'essais. Donc, la vendange arrive ici, elle est poussée par une pompe dans les cuves. Alors je commence avec les cabernets avec les deux ponts coniques qui sont à double épaisseur d'isolant. Donc le froid passe à l'intérieur de ces cuves-là, c'est hyper inerte. Je peux jouer sur les températures très rapidement. Avec la pompe qui a la chaleur qui est dehors, le gros cube, je peux avoir, il est couplé avec du froid, on appelle ça du froid glycolé, c'est de l'eau qui permet de descendre les températures en dessous du zéro, donc ce qui permet de descendre très vite. Alors pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, je balance les levures sur les graines, ça commence la fermentation. Dès que ça commence la fermentation, production de gaz carbonique qui protège la cuve d'oxydation, d'un effet oxydant. Donc là,
puisqu'on est à chapeau ouvert, mais le gaz carbonique reste au-dessus de la cuve, enfin, au-dessus du marc qui est en train de se former, au-dessus du jus, donc ça le protège. Et quand c'est en phase de protection, donc on est à peu près à 24 heures, là je baisse la température, donc là on était à 20, 22 degrés, 23 degrés à température ambiante, et je baisse la température à 7-8 degrés pour pouvoir ensuite mettre ces levures-là un peu en sommeil et commencer à taper, avant que l'alcool ne se crée, sur l'extraction des arômes, de la couleur et des tanins que j'appelle nobles. C'est quoi les tanins nobles? C'est les tanins qui sont sous la peau, sous la pellicule. Et les tanins un peu moins nobles sont ceux qui sont autour du pépin. Et quand on est en phase alcoolique, bah, l'alcool c'est un solvant, c'est aveugle, et ça va chercher aussi l'extraction des tanins un peu moins nobles. Alors, je fais des gros remontages, quasiment 4 partiels, 4 par jour, au tout départ, à basse température. Et puis au bout de 3-4 jours, je laisse remonter la température jusqu'à 24-25. Et là, donc là, c'est ce que j'appelle la phase de percolation, où on va vraiment tirer la quintessence du raisin de l'année à ce moment-là. Et après, une fois qu'on a à peu près 4-5 degrés d'alcool acquis, ça commence à devenir un solvant un peu pour moi dérangeant. J'arrête et je suis en infusion comme du thé. Je vais mouiller juste le chapeau et ça va ruisseler et puis je fais une fois par jour. Un quart de volume de cuve juste pour mouiller le chapeau. Donc, mais on a suffisamment d'inertie, enfin suffisamment de synergie de levure pour finir la fermentation complète. Et on finit la fermentation dans tous les cas de figure. J'ai toujours fini mes fermentations en une semaine après ce process au max. Donc une fois que l'alcool est entièrement transformé, là je retire la partie solide, le chapeau, je soutire le jus et je le mets sur lit, parce qu'il reste des lits, en macération plus ou moins longue selon le millésime. Mais j'essaie de ne pas, justement, cette partie justement de délestage se fait dans le côté, je déguste vraiment tous les jours pour savoir quel degré de tanin je suis capable d'accepter. Et j'aime pas trop les tanins. Ça se ressent dans mes vins. Il y en a, on est à Bordeaux, mais j'essaie d'avoir des tanins fins où je vais toucher plutôt que de la puissance du corps. Parce qu'après, ça va complètement enclencher l'autre partie où quand on aura fini la deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique, c'est la partie mise en barrique. Et là, on va juste jeter un petit œil sur le cliché à barrique. C'est là où on peut tenter d'aller avec des boîtes chaudes, des chaudes de bois un peu plus soutenues, parce qu'on a ces tanins qui sont. On a d'abord 14 ou 15 degrés d'alcool que je n'ai pas, on dit 11, c'est ceux qui ont tendance à avoir ce process-là, et ils sont tentés d'avoir des barriques aussi travaillées de façon à être très aromatique. Il y a même des concentrateurs à osmose. Vous concentrez votre jus, vous le mettez dans du bois avec un cahier des charges auprès de votre tonnelier. Lui, il est capable de reproduire une chauffe, un goût sur un tonneau, plus que vous êtes capable de reproduire ça par rapport au millésime en cours. Et vous avez déjà super concentré avec un goût, puis vous dites, à la veuve, c'est quoi? C'est un million, c'est 12, c'est. Enfin, pourtant, c'est quand même des millésimes complètement différents, le 11, le 12 ou le 13 ou le 15. C'est des vagues qui sont plutôt élevées. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Oui.